Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, quelques semaines après avoir évoqué le premier volet, arrêtons-nous sur le cas épineux peut-être de Bad Boys 2 sorti en 2003 et une nouvelle fois réalisé par Michael Bay qui entre-temps, entre les deux opus, a pu se faire la main avec d'autres gros blockbusters à l'américaine tels que Rock, que j'apprécie, Armageddon, qu'il faudra que je revoie, mais c'est presque un plaisir coupable, et Pearl Harbor, que lui, j'avais arrêté en cours de route à l'époque sur Canal+, parce que j'étais pas dans le trip, et je l'ai jamais vu en entier. Voilà. Bad Boys 2, du coup, bah non plus. Hein, je ne l'avais même jamais vu complètement, comme le premier, découverte tardive donc. Et on retrouve ici au casting dans les rôles principaux notre cher duo Will Smith-Martin Lawrence qui joue les inspecteurs Mike et Marcus. De retour aussi du premier film, Joe Pantoliano qui interprète leur chef, assez stressé dans ce volet. Et il y a également Theresa Randall qui interprète l'épouse de Marcus. Citons aussi la présence de Gabrielle Union, un rôle très important pour cette actrice ici, qui va avoir, on va dire, la clé de la relation entre les deux amis. Et les méchants sont interprétés par le catalan Jordi Moya, qui avait débuté dans Jamón Jamón de Bigas Luna et qui joue ici un baron de la drogue mexicain. Il y a également Peter Stormare en tant que représentant de la mafia russe, lui qui jouait un astronaute russe dans Armageddon. Ah, tout est lié ou pas? Quelques apparitions caméo aussi assez amusantes, par exemple Henry Rollins qui est là, voilà, vite fait, Dan Marino dans son propre rôle, oui. Michael Shannon qui apparaît quand même un peu plus à l'écran, en mode quasi comic relief, mais pas trop, mais membre du Ku Klux Klan. Voilà, qui est tourné en dérision dès le début, mais qui est ramené, lui, en tout cas ce personnage, à un moment pour faire l'informateur. Et Michael Bay, bon, petit coucou aussi, surtout nous avons Megan Fox, qui n'est pas créditée, qu'on voit à peine, mais qui annonce, on va dire, ses apparitions dans les Transformers d'après. Pas mal de choses à dire sur ce point aussi. Si j'y pense, j'y reviendrai. Bon, l'intrigue sur le papier est assez simple, hein. Donc nos deux inspecteurs sont face à un trafic de drogue à Miami, mené par des Russes, mais il y a le baron cubain local qui aimerait prendre le dessus. Ça implique un imbroglio improbable de beaucoup d'organisations criminelles, y compris des Haïtiens. Voilà, alors tout ce qui est sur le sol américain, mais pas d'origine américaine, qui profite du système. Hein. C'est un film quand même très post-réganien, je dirais, et post-11 septembre surtout. Et le duo de flics, là, c'est pas qu'il bat de l'aile, mais c'est surtout Marcus qui commence à en avoir marre de Mike. Il se prend une balle dans les fesses de son équipier dans cette intervention avec les membres du Ku Klux Klan au début. Et il songe à prendre sa mutation, à se séparer de son ami et de son équipier, mais il ne le dit pas, il garde cela en secret. Sauf qu'en parallèle, Mike, il a un autre secret, c'est qu'il sort avec la sœur de Marcus, donc Sid, hein, ce fameux personnage important, qui est aussi membre de la DEA, et qui cache, elle aussi, un secret aux deux. C'est-à-dire qu'elle est en infiltration assez dangereuse, là, mais très vite, évidemment, sa couverture va sauter aux yeux de des deux hommes de sa vie. J'allais dire, bah oui, hein, son frère et son petit ami du moment. Bon, et évidemment, on sent que ce personnage va être très important, y compris sur la fin pour la dramaturgie, et on le sait d'avance. Niveau écriture, c'est limpide, c'est assez classique, mais c'est efficace. Le film en lui-même, l'est dans le divertissement blockbuster, c'est quand même le haut du panier, et c'est super bien réalisé, je préfère le dire d'emblée, pour commencer en disant du bien, parce que pour le reste, ça sera peut-être moins le cas. C'est un pur virtuose derrière la caméra, Michael Bay, alors déjà dans le premier, on le voyait, dans ses autres films aussi, et que même quand c'est saoulant, la saga Transformers, voilà, par exemple, hein, eh bien, on ne peut pas ne pas reconnaître le grand talent de cet homme derrière donc, sa caméra et la façon dont il découpe ses scènes. Montage aussi, hein. Bon, là voilà, il travaille, je pense, en grande étroitesse avec son monteur en post-production. Mais dans le choix de ces séquences, il y a des moments mais extraordinaires. Alors, les poursuites automobiles, bien sûr, avec le fun qui va avec. C'est même de la décence absolue dans la surenchère, là, avec des cadavres qui tombent et tout, des cascades extraordinaires aussi. Hein. Tom Cruise aurait aimé jouer dans un Michael Bay, je sais pas pourquoi je dis ça, mais pourquoi pas. C'est over the top tout le temps, et là encore plus que le premier. Mais même dans la mise en scène, ça va beaucoup plus loin. Il y a des choses qui sont passionnantes. Bon, l'introduction par exemple de la drogue dans le milieu nocturne à cause de la mafia, on voit là cette caméra qui se balade comme cela, c'est assez fort. On sexualise quelques personnages féminins au passage, mais bon, ça c'est dès qu'il y a des personnages féminins, quasiment
à part la famille de Marcus, et c'est tout, en gros, on va sexualiser. Ah oui, mais bon, c'est très années 2000 aussi, hein. Voilà, la caméra se balade comme cela, il y a des plans qui sont assez extraordinaires pour l'époque. Moi, j'ai une scène en particulier qui reste en tête, parce qu'en plus, elle épouse parfaitement le fond de la tension du moment. C'est cette fusillade chez les Haïtiens. Voilà, où nos deux flics sont d'un côté et les Haïtiens de l'autre côté d'un mur. Et la caméra, elle tourne autour, où elle joue justement avec les deux espaces pendant quelques minutes comme cela. C'est de la grâce artistique cinématographique. Et en plus, ça montre bien justement ce moment de confrontation. Voilà, donc ça veut dire que Michael Bay, il sait réaliser, d'accord, mais il sait aussi épouser sa narration avec la réalisation, et il le fera d'autant mieux plus tard, notamment avec Ambulance, hein, je pense à cela, son dernier film à date, qui en plus, on va dire, on lui enlève les mauvais côtés des années 2000, qui sont ici et dans la saga Transformers, entre autres. Parce que, voilà, là j'ai dit les bonnes choses. Le duo body movie est intéressant dans la psychologie aussi, voir cette évolution, même si on sait que ça va pas durer. Il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Après, c'est comic relief malgré tout. Mais il y a une petite dualité qui est intéressante là-dessus. On caractérise encore plus Mike comme le lover qui est pas stable, et Marcus qui se fait Dieu, il le dit, puis il a sa famille, il a sa fille qui grandit, qui veut sortir avec un mec, à un moment il y a une scène comme ça, bon, voilà, on sent que c'est pas les mêmes caractères, et que peut-être justement il est temps de se séparer à un moment. Hein. Ce genre d'amitié, est-ce qu'elle peut durer dans le temps? Bon, après c'est très en surface quand même. Par contre, voilà, le problème c'est qu'à un moment être over the top, dans la surenchère et tout, et à utiliser les codes de l'Amérique de l'époque, qu'est-ce qu'on en fait? Et là je me demande comment le film réfléchit en fait sur un moment assez clé dans l'histoire des États-Unis. On est en 2003, le film a été donc écrit et pensé post-11 septembre. C'est vraiment 2003, peut-être pas encore 2002, parce que bon, il y a des scénarios qui ont dû être remaniés, mais ces films-là qui sortent après le 11 septembre, c'est plus la même chose. Le 11 septembre est mentionné dans le film, donc ça c'est assez novateur, parce que voilà, le temps que les scripts et les films se fassent, 2003, on est dedans. Et on est vraiment dans ce film-là, mais Michael Bay, quel est le regard qu'il a sur cette Amérique? C'est particulier. À un moment, bon, il y a une finalité à Guantanamo. Guantanamo, là où on a torturé des prisonniers après le 11 septembre, hein. Et il en fait presque un truc drôle avec Cuba à côté. On sent qu'il prend la géopolitique, il la décomplexifie à mort, mais qu'est-ce qu'il veut en faire du film? Et ça, moi, ça me perturbe un peu. Je pense que, en fait, le regard politique de Michael Bay, c'est allez vous faire voir, côté anarchiste peut-être, je ne sais pas. Mais c'est une production de Bruckheimer, qui est quand même un des grands pontes de ce cinéma réganien des années 80. Et là, j'ai un peu l'impression qu'on est dans le post-réganien, parce qu'on revient sur des clichés des années 80, avec les effets et les moyens et la vision années 2000. Et un petit peu comme cette Amérique Bush de l'époque, qui devenait une Amérique post-réganienne aussi, en plus avec ce qui s'est passé le 11 septembre. Donc vous voyez, et le film tourne ça en dérision, mais du coup presque dédramatise une situation qui aurait nécessité une petite réflexion, parce que là, les États-Unis sont en plein traumatisme à l'époque, il y a une crise, hein, et là tu as l'impression que c'est le film récréation pour faire oublier aux gens certaines choses, mais en ancrant quand même dans ce contexte-là. Hein. On mentionne le 11 septembre de façon vocale, comme je le disais. Et puis à Guantanamo à la fin, c'est quand même pas hasardeux. Et la façon dont on représente les étrangers, hein, entre guillemets, hein, enfin, les Américains nationalisés ou pas, peu importe, sur le sol justement des États-Unis, c'est quand même tous des bad guys qui sont méchants et qui veulent profiter, quoi. Bon. Et puis il y a le Ku Klux Klan aussi au début, donc sa façon de regarder l'Amérique est intéressante, mais le Ku Klux Klan est montré comme des débiles. C'est intéressant. C'est c'est presque un film post-réganien, bushien et pré-trumpiste d'une certaine manière, mais bon, voilà. Et bon, bah, la façon de sexualiser les femmes, hein, Megan Fox, qui est là, bah, elle acceptera après de jouer dans la saga Transformers sur quelques films. Après, elle y est revenue, elle a regretté cette époque-là. Elle était mineure au moment du tournage. Bon, il y a un moment, il y a une scène qui est quand même particulière. Alors c'est fun, c'est over the top, mais il va même sexualiser le cadavre d'une femme. Parce qu'à un moment, il y a une sorte de cadavre qui tombe, ils vont dans une morgue. Ouais, il y a une scène avec des rats aussi, avec des rats qui copulent. Apparemment, Seth Rogen aurait écrit cette scène. Il n'est pas crédité, mais il a participé à l'écriture du film. Ouais, bah c'est ça. C'est cette Amérique qui va un petit peu tout envoyer en l'air. Et ça commence comme cela un peu au début des années 2000. Mais derrière, il y a quand même un regard qui, aujourd'hui, paraît un peu has-been. Mais c'est ça, c'est le cinéma du début des années 2000. Donc le découvrir trop tard, ce film, c'est pas forcément une bonne chose. Heureusement, on a le duo qui est sympatoche. Et on a la bonne réalisation de Michael Bay.
Vraiment. Ça sauve le film et c'est assez plaisant et divertissant à suivre sur l'enchaînement des choses, même si on s'en fiche un peu de certains personnages, même des méchants, on s'en tape en fait. Les méchants sont très méchants, quoi, surtout le cubain. Mais ouais, c'est un film un peu schizophrène, quoi, où t'as des choses que t'as envie de détester, des choses que t'as envie d'adorer, du coup, bah, tu navigues entre les deux, mais tu passes quand même un bon moment devant, et après, bah, ça t'empêche pas de réfléchir dessus. Et c'est intéressant de voir justement cette vision-là du cinéma américain du début des années 2000, avec un producteur qui a connu les années 80-90, et le Fast, hein, Bruckheimer, avec Don Simpson, qui est parti, oui, qui a quitté ce monde dans les années 90, mais il a continué tout seul derrière, à sa façon. Ah, toujours avec donc le over the top du blockbuster et un regard assez, on va dire, plutôt républicain quand même sur les choses. Mais là, avec Michael Bay, ça va au-delà, je pense, de la scission démocrate-républicaine. C'est une vision assez décomplexée d'une Amérique qui ne veut peut-être pas réfléchir sur les conséquences de ses actes. N'est-ce pas cela, en fait, ou ce qu'elle a subi? Je ne sais pas. Je vous laisse seul juge, du coup, de ce que j'ai dit là, parce que je sais que la saga Transformers aussi s'inscrit après le 11 septembre, hein, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, et du film, voilà, et de la saga, voilà, est-ce que c'est votre préféré des trois, avant le 4 qui sort normalement en mai-juin. Hein. Je ne sais pas si j'irai le voir en salle, ça dépendra de mon emploi du temps, mais en tout cas, j'aurai vu les trois avant. Donc je parlerai de Bad Boys for Life dans quelques semaines. Je vous dis à la prochaine, ciao.